Bonsoir, Monsieur Besson. D'abord, félicitations. C'est peut-être votre meilleur film au niveau mise en scène. Ce que vous avez fait avec le chant contre chant, chaque fois vous rapprochez les visages, c'est absolument magnifique. Il était temps, hein. Les autres sont bien, mais... Je plaisante. Après, Caleb Landry Jones, moi je le connaissais pour les panneaux de la vengeance et pour Nitram. Je trouve que Nitram ressemble un peu, un tout petit peu à ça. Mais je ne l'ai pas vu. Ah, quel dommage. Non, je sais, mais quand on s'est rencontrés, le film n'était pas sorti. Et c'est très compliqué pour un metteur, quand tu es en train de faire un personnage, d'aller voir ce qu'il a joué avant. Donc en fait, je vais le voir bientôt, Nitram. Et juste, c'est quand il chante, quand il est déguisé, on sait bon, très bien que c'est pas lui qui fait Edith Piaf, mais j'ai eu un doute pour Lily Marlène, que ce soit pas lui qui chante. Ah si. Tu parles physiquement ou au niveau de la voix? Non, au niveau de la voix. Ah non, la voix, c'est pas lui, ni l'un ni l'autre. Ah non, Edith Piaf, c'est Edith Piaf, et Marlène, c'est Marlène. Non, il fait un playback. Il chante par-dessus. Mais sur Edith Piaf, il m'avait demandé de mettre la musique très très fort, parce qu'il voulait pouvoir chanter par-dessus, mais sans s'entendre. Et pour voir que les veines du cou, que tout résonnait. Donc on a mis la musique très fort. C'est la scène qui lui faisait le plus peur. Hein. Et je vous raconte une petite histoire à propos de ça. On est entre nous. En fait, quand vous avez un comédien, ça m'est arrivé plusieurs fois, le comédien, il a toujours une scène qui l'angoisse. Vraiment, c'est terrible, il en parle tout le temps. Et c'était Edith. Donc j'ai mis la scène en 4e semaine du tournage. Donc il était très angoissé à l'idée de la faire, et quand on est arrivé en 4e semaine, je lui ai dit, écoute, je vais la faire en 5e. Donc là, il a dit, bon, on peut respirer. Puis quand on est arrivé à la 5e, je lui ai dit, bah, en fait, je vais faire la 6e, parce que je préfère faire des trucs avant. Donc là, il a fait, bon, ok, 6e. Et arrivé à la 6e, je lui ai dit, on va le faire en 7e. Et en fait, ce qu'il faut pour enlever l'angoisse de l'acteur, c'est de la retourner, cette angoisse. C'est-à-dire qu'il était angoissé au début, et après, il en avait marre, il voulait la sortir, il voulait qu'elle sorte, il voulait la faire, la scène. Et là, je sentais qu'il était vraiment comme un cheval dans un box. Donc j'ai fait, d'accord, on va la faire demain, Voilà, c'est un petit trick. Mais en fait, il faut, même ça, même sur un acteur, il faut tenir compte de son évolution, de son angoisse. Il faut essayer au maximum de l'aider. Donc en fait, je n'ai pas triché, je n'ai pas fait un sale coup, mais je savais qu'en faisant comme ça, j'allais enlever un peu de son angoisse et qu'il aurait vraiment envie de la faire. Bonsoir. Est-ce que j'ai fait ça avec d'autres acteurs? Pas dans ce film, non. Ah ouais, dans d'autres, oui. Ouais, dans d'autres, j'en ai fait des... Non, surtout le Grand Bleu. Mais non, il y avait un autre truc rigolo sur Dogman, c'est... vous voyez la première scène où lui, il est en prison, il a sa cigarette en l'air, et il y a la psy qui rentre. Donc déjà, moi j'avais mis les scènes à la fin du tournage. Parce que je voulais que Dogman, il ait vécu tout le film avant de pouvoir parler à la psy. C'était important qu'il l'ait vécu. Donc c'était les 4 derniers jours de tournage. L'actrice Jojo, qui est une super actrice, elle est arrivée. J'ai fait les répétitions avec elle, mais sans Caleb. C'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais présentés. J'ai toujours fait en sorte qu'ils ne se voient pas. Et le jour du tournage, je l'ai fait rentrer par l'autre côté couloir. Lui, il était dans sa cellule, habillé en Marilyn avec du sang partout. Elle ne l'a jamais vu. Il ne lui a jamais dit bonjour. Il ne sait pas comment il est habillé. Elle ne sait rien, sauf ses 9 pages de texte. J'ai mis 3 caméras et j'ai dit action. Je lui ai dit quand tu rentres, il y a la première chaise, tu t'assois et t'enquilles tes phrases. Elle m'a dit bon, ok. Donc en fait, quand elle rentre, elle ne l'a jamais vu. Ça, c'est pendant 1 minute et demie, parce que la scène durait 4 minutes au total. Et à la fin de la prise, j'ai dit couper, et Caleb, il a fait hi, my name is Caleb. Ils se sont serrés la main, elle a éclaté de rire. Mais et après, on a fait d'autres prises. Mais la première prise, la première minute et demie du film, entre deux, c'est la vraie.
Voilà, c'est pour ça que c'est aussi bien joué, c'est qu'il joue pas. Ça, c'est sûr qu'il s'était jamais vu. Bon, c'est des petits pièges, hein, mais bon. Oui, mademoiselle. Je me demandais si vous-même ou Caleb, vous avez pu vous parler directement avec des gens traumatisés d'enfance ou alors dans des situations de handicap similaires pour mieux vous mettre dans la peau du personnage. Bah déjà, lui, une fois qu'il a accepté le film, il a été acheter une chaise de paralytique, il a passé 5 mois dedans. Parce que déjà, il voulait savoir, lui, ce que ça faisait, le regard des autres. Après, on a été à l'hôpital de la Salpêtrière, un professeur qui s'appelle le professeur Agide. Donc, on a vu pas mal de documents, on en a croisé des gens pour parler avec eux, pour voir comment ils ont une force incroyable, mentale. C'est impressionnant. Et il nous a aussi passé plein de films parce que il reçoit une balle dans le dos. Mais si c'est la 7e, 8e, 9e, 10e, 11e vertèbre, ça ne fait pas du tout les mêmes démarches. Donc on a essayé de... Par rapport à là où est la balle, sa démarche n'est pas tout à fait logique. Mais il doit y avoir 3 spécialistes dans le monde, ils ne sont pas dans la salle. Mais on a essayé au maximum. Au maximum. Et j'ai vu pas mal de documents sur ce petit garçon qui a été enfermé. Pardon. Pas tellement sur lui d'ailleurs, en fait il y a 3 cas. Hein. Il y avait un petit garçon, il y avait un autre garçon, mais là c'était pas des chiens, c'était des porcs. Il est resté 2 ans avec les porcs. Et une jeune roumaine qui elle est restée 6 ans avec les chiens. Et il y a les images. Au début je pensais que c'était un fake. Quand la police le trouve, elle court à 4 pattes et elle fait ouf ouf. Elle ne sait pas que c'est une petite fille. Et elle a mis pas mal de temps, à s'en remettre. Tu m'étonnes. Voilà, on a essayé au maximum, en tout cas, de s'approcher, voilà, pour avoir une certaine vérité, même si on sait que c'est un film. Bonsoir. Merci pour ce très joli film et le fait de venir nous voir très souvent à Aix. Moi, j'ai eu la chance de vous voir pour plusieurs avant-premières. Tout à l'heure, vous parliez effectivement de cette scène avec le playback d'Edith Piaf. Et c'est vrai que j'ai été surpris, c'est sans doute la scène du film qui m'a le plus impressionné. Alors, on sait que c'est un playback, mais c'est vrai que c'était une interprétation extraordinaire. Tout comme celle où, quand l'assureur vient dans les loges, inviter l'acteur à dîner, c'est une scène qui a été, je trouve, magnifiquement écrite et interprétée. Une de mes préférées du film. Mais un acteur fabuleux aussi, là, même plus un air de Junio, mais qui, je trouve un petit peu, mais qui a une présence moins fort que Junio. Mais c'est drôle parce que, en fait, scénaristiquement, on dit toujours que la force d'une scène, c'est comment on rentre dans la scène. En fait, Edith, elle est à 1h02 de film. Voilà. Et elle peut pas être plus tôt, elle peut pas être plus tard. Il y a vraiment un moment donné où on va, nous, dans le vécu qu'on a eu avec ce garçon-là, on est en train de se charger pendant 1 heure, et ça arrive, en fait, au bon moment. Deuxième élément, c'est lui qui enlève ses jambes et qui dit « Viens me chercher à la fin ». Et je pense que tout le monde au fond de sa tête se dit « Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer ?» Il va se passer un drame, quand il vient me chercher, tu m'oublies pas. Ouais, je t'oublie pas. Voilà, ça s'appelle construire, si tu veux, une dramaturgie. Et en fait, ça te charge, même si tu t'en rends pas compte, mais ça te charge émotionnellement. Et du coup, quand il commence à chanter, il y avait la même chose. Il y en a qui ont vu un film qui s'appelait Nikita. Alors, riez pas. Nikita, il y a un moment donné où elle va dans un restaurant pour son anniversaire. La scène d'action, en fait, elle est assez simple. C'est pas une incroyable scène d'action. Elle est juste filmée normalement. Mais ce qui charge émotionnellement, c'est qu'il la sort et qu'il lui dit « c'est ton anniversaire ». Elle se met toute jolie, elle va au restaurant et on lui offre un cadeau. Et nous, on est là « oh, il est tellement gentil ». Et c'est un flingue et tu dois tuer le mec qui est derrière. Voilà. Ça, scénaristiquement, c'est ça qui charge la scène. Et à partir de là, tu te dis « mais quel enfoiré, mais comment elle va faire ?»
voilà, était chargé en fait émotionnellement. Donc après, tu as l'impression que la scène d'action, elle est incroyable. En fait, non. Voilà. C'est comment c'est amené en fait. Donc c'est du travail d'écriture en fait. Allez, on fait les 3 dernières questions, ça vous va? Oui, bonsoir Monsieur Besson. J'avais une question en fait pour revenir un peu sur, le travestissement du coup du personnage qui chante Edith Piaf. Cette scène pour moi c'est le travestissement de l'acteur envers le personnage. Donc, vous avez dit vous-même que vous croyez en la capacité de cet acteur à jouer le personnage, mais il n'en reste pas moins que le spectateur s'aliène ou regarde la caméra pour voir le film. Et ma question, du coup, c'est une question qu'on pourrait poser à l'ensemble même de votre filmographie, notamment celle de science-fiction. Comment vous amenez le spectateur à croire au récit, à croire au film, à vouloir croire que ces chiens comprennent vraiment ce que ce personnage raconte? Voilà, comment vous y prenez? J'ai commencé très tôt. En fait, je vous fais un tout petit historique. Mes parents sont moniteurs de plongée. Donc j'ai pas vécu en France, j'ai vécu en Croatie, en Grèce, partout. Ma première paire de chaussures, j'ai 9 ans, et je suis allé à l'école à 9 ans. Après, j'habite avec un beau-père qui n'aime pas la télé, qui n'aime pas la musique. Il n'y a rien chez moi. J'ouvre ma fenêtre, il y a des vaches. Donc, ou je me suicide, ou je prends de la drogue, ou je fais des conneries. Et parce que j'ai eu cette enfance très, très proche de la nature, j'ai toujours été... tu vois, le fait d'avoir senti les rochers, les sables pendant 9 ans sous mes pieds, d'avoir de la corne, d'avoir mon chien. Voilà, donc en fait, toutes les choses qui étaient un peu dérivantes, je ne voyais pas d'issue là-dedans. J'avais d'autres copains qui faisaient des conneries, mais je ne voyais pas trop où ça allait. Et le seul truc qui m'a pris, c'est l'écriture. Et c'était ma façon à moi de me déguiser, en fait, de sortir. Donc j'étais dans ma chambre en train de regarder les vaches et j'écrivais, à 16 ans j'ai écrit le 5e élément, parce que vraiment j'avais envie de me barrer. Hein. J'ai pris le premier taxi volant que j'ai vu devant chez moi et je suis parti. J'ai écrit 400 pages que j'ai jetées parce que c'était nul. Après j'en ai réécrit 400. Donc j'écris en fait depuis que j'ai 17 ans. J'ai écrit des fois avec d'autres scénaristes qui m'ont appris plein de choses, donc c'est vraiment venu petit à petit. Donc c'est compliqué à te répondre. C'est 40 ans juste de travail de fourmi, d'essayer d'apprendre, de corriger des erreurs. Voilà. Puis il y a des choses que tu... Puis il y a des mécanismes après que tu comprends par rapport à l'émotion et par rapport à tout ça. Par exemple, bon, je ne devais pas venir en fait aujourd'hui. Parce que, en fait, j'ai perdu ma sœur il y a 2 jours. Voilà, ça c'est une accroche émotionnelle. C'est faux, mais c'est comme ça qu'on raconte des histoires. Allez, les 2 dernières. Elle va très bien, ma sœur, hein, vous inquiétez pas. Bonsoir Monsieur Besson. En fait, j'ai pas vraiment de grandes questions à vous poser. Bon, sur votre accroche, moi j'y croyais pas en fait. Je vous voyais pas être là si votre sœur avait eu un souci. Bizarrement, si vous me connaissiez bien, je serais venu. Parce que vous êtes... Oui, d'accord. Merci pour nous, professionnels. Oui. Et par rapport à la question précédente, c'est vrai que je suis pas vous, mais je trouve que vous avez énormément de talent. Qui peut expliquer que vos films nous emportent. Et juste, finalement, au bout du compte, alors j'ai beaucoup apprécié votre film, je trouve qu'il est extraordinaire, on trouve des points communs entre les belles personnes, bien qu'elles soient abîmées, ce sont des belles personnes. Caleb est aussi une très belle personne, quoi. Et au bout du compte, combien de temps le tournage, finalement? La préparation, 6 mois, et le tournage, 11 semaines. Mais après les 11 semaines, il y a encore 5-6 mois de travail. En fait, vous ne le savez pas, et c'est pas très grave d'ailleurs, mais maintenant on travaille tellement de choses derrière, c'est-à-dire le son, la musique, mais pas seulement, il y a un truc qui s'appelle l'étalonnage. L'étalonnage, c'est l'équilibrage des couleurs, les 4 couleurs fondamentales, bleu, rouge, vert, jaune.
Et les équilibrer les unes par rapport aux autres. Il y a des machines maintenant qui permettent de faire des petits cercles, comme ça, sur une image, que vous pouvez mettre sur la face d'un comédien, et vous pouvez légèrement mettre un peu de lumière sur son visage, par exemple. Il y a 3000 plans, je crois, un truc comme ça, on les a travaillés tous. Par exemple, j'ai équilibré le bleu des yeux du petit garçon et de Caleb. Donc il est le même bleu. Après, la voix du petit garçon, vous l'avez vu en VO ? La voix du petit garçon, c'est celle de Caleb, en fait. Mais qui a été pitchée. On l'a rendu un peu plus jeune, comme ça, légèrement. Après, la jeune femme qui joue Salma, au début, quand elle est avec le petit garçon, on l'a rajeuni un petit peu. Et après, quand il est plus grand, on a fait l'inverse. C'est Caleb qu'on a rajeuni un petit peu et qu'on a pitché aussi sa voix pour qu'il ait l'air d'avoir 18 ou 19 ans. Voilà, donc tout ça, c'est beaucoup. Ça, c'est long, hein, c'est 6 mois, ça. Ça fait beaucoup. Par rapport à d'autres films, c'était plus long que vous avez fait. C'était. Non, c'était. En fait, avant, il n'y avait pas ces machines-là. Alors, c'était encore pire. Merci. Allez, la dernière question. Monsieur ? Oui. Bonsoir. Les deux dernières, alors. Juste après. Oui, mais juste après, alors. Merci pour le cadeau, c'était un très beau film. Alors, pardon. Je suis perdu. Merci. D'habitude, dans les entrées de films que vous faites, il y a un long travelling. Et à un moment donné, vous avez arrêté de le faire. Pour ce film, vous n'avez pas été tenté de retourner à ce que vous faisiez avant. T'as raté le début, alors. C'est possible. Et si c'est le cas, je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Mais c'est un beau retour. Et C'est ce que j'ai fait sur celui-là. c'est votre signature, en fait. Bah oui, mais t'étais où? Je suis arrivé en retard. Ah. Alors au début, Je suis vraiment désolé. Mais au début, il est dans son camion, le camion qu'on voit à la fin. Il est dans le camion et ça démarre par la route avec du rouge comme ça, c'est comme d'habitude. Enfin, comme... Et puis après, ça remonte comme ça et on voit le camion. Faut que tu le revoies. avec plaisir. Et cette signature, elle vous est venue comment? Complètement par hasard. En fait, la première fois, c'était sur le Grand Bleu. Merci. Et j'étais dans le... Il y a ce qu'on appelle un nose mount, c'est la caméra elle est à l'avant de l'hélicoptère. Et on était en train d'essayer de filmer les falaises, et puis la mer brillait, donc j'ai baissé la caméra, j'ai dit tiens c'est joli. J'ai vu la mer comme ça, et je me suis dit bah tiens, on va faire ça pour le générique. Et puis après c'était Nikita, et Nikita ça me faisait rire, je me dis tiens je vais commencer pareil, parce que c'est vraiment pas du tout la même ambiance. Donc j'ai fait la même chose avec des pavés qui brillaient. Et Eric Serra a fait 2-3 notes qui étaient presque un peu comme le Grand Bleu, pour là d'un seul coup dire eh ben non c'est pas celui-là, c'en est un autre. Et puis après c'était des concours de circonstances, comme ça d'un seul coup je me suis dit bah tiens on peut le faire aussi. Mais même celui-là j'avais pas prévu de le faire d'ailleurs. Mais on filmait la route et j'ai vu qu'il y avait du rouge par terre et je me suis dit tiens, hop, voilà. Et la dernière question, cher monsieur. Bonsoir, monsieur Besson. Attention la responsabilité, hein, c'est la dernière. Ouais, je vais essayer de faire vite. Déjà, tout d'abord, je vous remercie pour ce film. Je l'ai trouvé extraordinaire. Je suis assez ému parce que je suis vraiment passionné de votre filmographie et depuis tout petit. Et donc, ma question ce serait, j'ai remarqué que vous avez fait intervenir Shakespeare dans le film. Je suis étudiant en spécialité théâtre au lycée Paul Cézanne et donc je joue justement une pièce de Shakespeare, Richard III, et j'aimerais savoir pourquoi Shakespeare, tout simplement, pourquoi avoir choisi cet auteur dans votre film. C'est toujours pareil, scénaristiquement, quand il rencontre cette prof de théâtre, qui, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, il y a des bonnes personnes dans ce film. Il est dans une chaise, mais elle s'en fout, je suis dans une chaise. Ce qui lui plaît, c'est qu'il lit beaucoup. C'est ça qui l'attire. Il dit, mais tu lis beaucoup, et est-ce que tu as lu ça? Évidemment, on va prendre le top. Voilà, le top, c'est Shakespeare. Donc, voilà, c'est venu assez naturellement. Elle va évidemment lui parler du meilleur. Et tous les grands thèmes de toutes les pièces de Shakespeare ont influencé non seulement le théâtre, mais le cinéma dans tous les sens. Donc ça me paraissait, ça me paraissait logique. Et d'arriver jusqu'à la phrase, quand on sait jouer du Shakespeare, on sait tout jouer.
ce qui est valable aussi pour toi, donc je te félicite. Merci. Parce qu'elle est pas facile, celle-là. Non, c'est clair que Richard, c'est pas le plus évident, quoi. Voilà. Écoutez, moi je vous trouve...